Bonjour tout le monde. Je vais commencer par me présenter rapidement et puis ensuite je vais faire un petit tour d'horizon rapide. L'idée c'est de faire un peu de vulgarisation sur ce qu'on appelle les technologies immersives et puis sur l'état de la recherche, sur on va dire l'efficacité des technologies immersives pour l'apprentissage. Parce qu'il y a des gens qui évaluent ça en laboratoire et donc il y a déjà quelques résultats de recherche, même si tout n'est pas absolument clair sur le sujet. Alors, je commence par me présenter rapidement. Moi, je suis chercheur en ergonomie cognitive. Donc, mon background au départ, je suis psychologue et j'ai un doctorat en ergonomie. Et ce qui m'intéresse en termes de recherche, c'est ce qu'on peut faire avec les technologies immersives pour l'industrie, d'une part, et pour l'apprentissage, d'autre part. Voilà, donc, je travaille aux arts et métiers, école d'ingénieur. Voilà, j'ai un bouquin qui vient de sortir en français et en anglais sur les technologies immersives. Je travaille à Laval, au Laval Virtual Center. Donc on est une petite équipe des arts et métiers spécialisée dans la réalité virtuelle. Mes collègues, c'est plutôt des gens de la technique. Moi, je suis le chercheur en sciences humaines de l'équipe. On a donc une quarantaine d'étudiants en master qu'on forme à concevoir des applications de réalité virtuelle et réalité augmentée. Laval, dans le monde de la réalité virtuelle, c'est une ville qui est assez connue en fait. C'est une fois par an, c'est la capitale mondiale de la réalité virtuelle avec le salon Laval Virtual, qui est le plus grand salon d'Europe en réalité virtuelle. Et Laval Virtual, c'est nos voisins de bureau en fait, au Laval Virtual Center. Nous, on a l'équipe de chercheurs et puis il y a l'équipe qui organise le salon juste à côté. Donc on participe aussi à l'animation de cette communauté. C'est très grand événement. Alors, déjà les technologies immersives, qu'est-ce que c'est? On va vulgariser, reprendre un petit peu à la base par rapport à ça. D'abord, la première chose, quand on parle de technologie immersive, il est souvent question de 3D, et la 3D, c'est plusieurs choses. La 3D, c'est à la fois, ça peut être ça. Ce que vous voyez là, c'est de la 3D, c'est des films qui sont faits à partir de modélisation 3D, on voit des effets de profondeur, etc. Pour autant, la 3D telle que je vous la montre là, c'est pas la même chose que ce qu'on va appeler plutôt le relief ou la stéréoscopie. C'est-à-dire que vous n'avez pas cet effet de profondeur que vous avez si vous êtes dans une salle de cinéma avec les lunettes, alors ce qu'on appelle le cinéma 3D du coup, qui est en fait une perception du relief avec de la stéréoscopie. L'idée étant qu'on ne vous met pas la même image sur les deux yeux, on reproduit le décalage qu'il y a entre vos deux yeux, et donc ça vous donne une perception spécifique de la profondeur. Voilà, donc on fait la distinction dans le monde de la réalité virtuelle entre la 3D qui peut être sur un écran classique, comme ça, là, dans le film que je dis, et puis la perception du relief, et ça c'est ce qu'on appelle la stéréoscopie. Alors, en général, quand on parle de réalité virtuelle, ça évoque ça aux gens, c'est-à-dire c'est plutôt le monde du jeu vidéo. Donc on met un casque de réalité virtuelle et puis on s'immerge dans un monde virtuel plutôt pour des applications ludiques. Et c'est vrai que c'est une partie importante du marché, le monde du divertissement. Là, vous voyez les casques de réalité virtuelle, c'est bien de la stéréoscopie, exactement comme les lunettes de cinéma, vous avez une image différente sur chaque lentille, ce qui va vous donner vraiment une impression de profondeur. Alors, les technologies immersives, c'est pas seulement ça, et surtout, c'est pas ça qui nous intéresse, nous. Pour bien comprendre ce que sont les technologies immersives, ce graphique est assez intéressant, donc c'est ce qu'on appelle le continuum réalité-virtualité. Donc, tout à gauche, vous avez l'environnement réel, celui dans lequel on se trouve là actuellement, l'environnement tangible. Et puis tout à droite, vous avez l'environnement entièrement virtuel. L'environnement entièrement virtuel, c'est celui dans lequel vous vous trouvez quand vous êtes sous un casque de réalité virtuelle.
Donc là, le monsieur qu'on voit en train de jouer, là, il est en réalité virtuelle, donc il est tout à droite sur l'axe. Alors pourquoi il est tout à droite? Parce que l'ensemble de son champ de vision est couvert par l'environnement virtuel. Quand il tourne la tête, il a l'impression d'être dedans, il ne voit rien de son monde réel. Toute son activité est déterminée par l'environnement virtuel. Donc ça, c'est le jeu Beat Saber, c'est un des best-sellers des jeux vidéo en réalité virtuelle. Je vous le conseille, il est super fun. Si on décale un tout petit peu sur l'axe, on arrive sur ce qu'on appelle la virtualité augmentée. La virtualité augmentée, c'est quand on va ajouter des éléments réels dans un environnement virtuel. Globalement, votre environnement est virtuel, on ajoute des éléments réels. Alors, à quoi ça sert? Par exemple, vous pouvez voir votre clavier d'ordinateur alors que vous êtes en environnement virtuel. Et du coup, vous pouvez taper des choses sur votre ordinateur, vous pouvez travailler, en fait, tout en étant dans un environnement virtuel. Ça, vous ne pouvez pas le faire si vous ne voyez pas votre clavier réel. Donc ça, c'est de la virtualité augmentée. Un autre exemple, c'est la vidéo en bas à droite. Vous êtes en train de jouer à Beat Saber dans votre salon, puis il y a votre chat qui passe à proximité. Bon, pour éviter de taper dedans, votre chat il va apparaître dans l'environnement, et comme ça, vous allez, ou votre enfant, ou, voilà. Bon, il y a plein d'applications possibles de la virtualité augmentée. On décale encore un petit peu plus à gauche, on arrive sur la réalité augmentée. Alors, cette fois, le rapport s'inverse un petit peu. On voit la réalité tangible autour de nous, donc on est majoritairement dans un environnement tangible, mais s'ajoutent dans cet environnement tangible quelques éléments virtuels qui vont être généralement assez bien intégrés. Par exemple, si vous prenez l'appli Ikea, eh bien, vous allez pouvoir visualiser un canapé qui va être positionné dans votre salon, etc. Vous allez pouvoir l'intégrer correctement. C'est tout l'intérêt de la réalité augmentée, c'est de pouvoir intégrer les objets proprement dans un environnement réel. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la réalité mixte. Alors, il est un petit peu difficile à situer sur l'axe, la réalité mixte. Donc là, si vous observez la vidéo, vous voyez la personne qui a une manette dans la main, qui combat des petits vaisseaux mécaniques qui sont virtuels, mais ces vaisseaux mécaniques interagissent avec l'environnement réel. Vous allez voir, là ils sortent du mur, le mur il est réel, il y a une fissure virtuelle qui se forme sur le mur réel, les objets en sortent, et vous allez voir un scorpion sur le canapé. Le canapé est réel. Voilà. Donc ça c'est de la réalité, c'est quand il y a une interaction forte entre des objets réels et des objets virtuels. Un autre exemple très classique de réalité mixte, c'est quand on utilise des casques, donc des casques type réalité augmentée, qui permettent de visualiser des contenus 3D, mais avec lesquels on peut interagir directement avec les mains. Par exemple, avec un casque HoloLens, je peux avoir un objet 3D devant moi, je vais le prendre dans la main, je vais le jeter, et ça va fonctionner. Ça, c'est de la réalité mixte, parce que ma main est réelle, l'objet 3D est virtuel. Quand on parle de réalité mixte, ça renvoie à ça. Tout ça, c'est ce qu'on va appeler, c'est ce que j'appelle les technologies immersives. On parle aussi parfois de technologie du virtuel, on parle parfois de réalité étendue. Comme on aime bien les sigles, on parle souvent de XR, parce qu'en fait, on en a marre depuis des années de dire réalité virtuelle, réalité augmentée, donc maintenant on a regroupé tout ça, on dit XR pour Extended Reality, aussi pour Cross Reality, voilà. Donc quand on dit la XR, en fait, ça renvoie à tout ça. Alors, pourquoi on fait ça? Quand on utilise des technologies immersives, c'est toujours parce qu'on cherche à obtenir un sentiment de présence. Le sentiment de présence, c'est quand vous avez l'impression d'être vraiment dans l'environnement virtuel dans lequel on vous immerge, au point que vous allez essayer de vous accouder à un bar et vous allez tomber, ou des choses comme ça, où vous allez avoir vraiment l'impression d'être en face de l'avatar qui est en train de vous parler. Voilà, donc toutes ces vidéos qui circulent là, c'est
ça illustre bien le sentiment de présence. Alors, on essaie de ne pas obtenir ce résultat. On cherche à obtenir un sentiment de présence, mais il y a aussi des bonnes pratiques en termes de sécurité pour éviter d'avoir ce genre de choses. Alors, au niveau des dispositifs techniques, alors, il y en a énormément, donc je ne vais pas pouvoir, en si peu de temps, vous présenter tous les dispositifs qui existent. Simplement, les plus classiques, ça va être donc, des casques de réalité virtuelle que vous allez mettre sur les yeux. Il y a des casques de réalité augmentée. Donc là, c'est plutôt une vitre que vous voyez à travers, et puis on a un objet 3D, voilà. On fait aussi de la réalité augmentée à travers un smartphone, une tablette, etc. L'expérience n'est pas la même, mais ça fonctionne. Et puis il y a aussi quelques exemples, c'est ce que je voulais vous montrer là. Dans certains cas, on a besoin que l'objet virtuel ait une forme, nous donne une impression de matérialité, qu'il ait une résistance ou un poids, etc. Il y a plein de cas d'usage dans lesquels c'est pas important, il y en a d'autres dans lesquels on a besoin que les objets nous résistent un peu. Donc il y a deux types de technologies qui permettent de faire ça. Il y a les bras à retour d'effort. Alors ça peut être soit voilà, là c'est quasiment, on pourrait dire, un stylo à retour d'effort. Il y a différentes articulations, on appelle ça aussi parfois une souris 3D. Il y a différentes articulations et finalement il peut y avoir de la résistance plus ou moins forte dans les articulations. Ce qui fait que vous allez avoir l'impression de pouvoir appuyer sur un objet, de le porter, de le déplacer, de donner un poids aux objets que vous allez manipuler. Donc il faut l'imaginer utilisé en même temps que vous avez un casque. Et donc vous manipulez quelque chose et ce quelque chose en question vous résiste. Le gant haptique, là l'idée c'est qu'il y a on va simplifier, il y a des petits ballons dans votre main au niveau des articulations qui gonflent et qui du coup vous donnent cette impression de résistance. Et donc vous pouvez serrer la main de quelqu'un, vous allez la sentir. Vous pouvez serrer un objet, vous allez sentir la forme des objets, etc. C'est assez spectaculaire à utiliser. Quand on le voit comme ça, on a un peu de mal à imaginer, mais en fait, quand on l'utilise, l'illusion est vraiment parfaite. Et il y a des petits ballons au bout des doigts aussi, et donc quand on va par exemple toucher un mur, ben, on va le sentir au bout des doigts, et c'est très impressionnant. Quand on touche un mur virtuel, évidemment. Tout ça, c'est encore des choses qui ne sont pas très grand public. Voilà, on voit, il y a des câbles partout, etc. C'est un peu cher. Mais ça se développe très vite et ce sera prêt bien avant 2030 pour le grand public. Voilà, et puis vous avez sans doute entendu parler de Metaverse, on va en dire quelques mots, puisque c'est extrêmement à la mode. Donc ça c'est un extrait de vidéo du monde virtuel qui s'appelle Decentraland. Aujourd'hui, il y a, on estime à plus de 200 le nombre de mondes virtuels 3D persistants, accessibles comme ça dans le monde. Donc en fait, l'idée c'est que je crée un avatar, alors qui peut me ressembler ou pas. Souvent les gens font des avatars qui leur ressemblent, mais pas forcément. Et puis je peux me balader dans un monde virtuel. Voilà, donc là par exemple, Decentraland, eh bien c'est une sorte de grand terrain sur lequel les entreprises achètent des parcelles et sur ces parcelles, elles vont modéliser un monde particulier. Ça peut être un magasin en ligne en 3D, il y a quand même souvent un peu une idée un peu plus publicitaire, on va dire. Et puis les utilisateurs peuvent aller se balader là-dedans. Vous avez un wallet avec des crypto-monnaies par exemple, et puis vous pouvez aller faire des achats, etc. Une vie sociale particulière par rapport à ça. Là, c'est pas de la réalité virtuelle, hein. L'usage tel qu'on le voit à l'écran, la personne elle est sur un ordinateur, elle se déplace avec les flèches de son clavier et donc elle peut communiquer, etc. Il y a beaucoup de mondes de ce type-là qui sont utilisables avec un casque de réalité virtuelle.
Alors, le métaverse. Le métaverse, c'est un concept qui est un petit peu ancien, mais qui est revenu à la mode parce que Mark Zuckerberg a fait une vidéo d'1h30 il y a quelques temps, dans laquelle il donne sa vision du métaverse, et là où il a une crédibilité, c'est qu'il est en train de le fabriquer, donc du coup, c'est... Voilà. Donc maintenant, la société Meta, qui est le nouveau nom de Facebook, travaille sur le métaverse. Donc c'est une vision du futur d'Internet, où finalement Internet serait composé d'un ensemble de mondes virtuels en 3D, persistants. Il y a une notion importante d'interopérabilité. Alors, ce que j'ai illustré là à gauche avec le portail, l'idée c'est que aujourd'hui, quand vous allez sur un site Internet, pour aller d'une page à une autre, même si elles ont été conçues par des gens différents, etc., vous n'avez pas besoin de quitter la première page, de lancer une installation pour la deuxième, etc. Voilà. Eh bien, l'idée du métaverse, c'est la même chose. C'est qu'on peut naviguer d'un monde virtuel à l'autre, comme ça, comme sur Internet. Ce qui en fait soulève des défis techniques incroyables, parce que c'est des mondes virtuels qui sont tous faits avec des technologies différentes qui, a priori, n'ont rien de compatible. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur cette notion de portail, là, qui en fait, c'est extrêmement complexe. Et puis, si votre avatar il a été fait dans un monde, vous n'allez peut-être pas le refaire à chaque fois quand vous allez dans un autre monde virtuel. Donc, comment est-ce que je traduis automatiquement mon avatar pour qu'il ait des propriétés graphiques qui respectent mon intention initiale, mais qui soient aussi cohérentes avec la direction artistique du monde dans lequel je vais. Si je fais un avatar très réaliste, dans un monde très réaliste, j'arrive dans un monde complètement cartoon, il faut que mon avatar il soit cartoon. Voilà. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui vont se résoudre vraisemblablement dans les années à venir. Et on peut s'attendre à ce que le métaverse soit prenne une place assez importante dans la vie des gens, dans les usages, y compris dans les usages pédagogiques. Nous, à l'ENSAM, on utilise, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais on utilise les mondes virtuels pour faire des cours d'étudiants depuis le Covid. Donc, voilà. On pourra en parler. Bon, quelques exemples d'avantages ou de fonctionnalités qui sont intéressantes dans les mondes virtuels. Donc, on peut avoir des informations au-dessus de la tête de l'élève. Ça peut être son nom, ça peut être des informations utiles. Il y a un côté un peu moins intrusif dans la vie privée, on l'a tous vécu avec le Covid, avec les visios, où finalement on voit, moi j'ai 3 chats chez moi, il y en a toujours un qui passe devant la caméra quand je suis en visio, etc. Bon bah ça, avec les mondes virtuels, on n'a pas ce problème-là, parce qu'on ne nous voit pas, on voit notre avatar, et donc finalement le côté vie privée, ou avec les enfants, ou, voilà, ou même ne serait-ce que le fait de voir sa maison derrière, voilà. Ça enlève complètement cet aspect-là. C'est intéressant d'avoir une sensation de mouvement. Alors, si vous l'avez pas vécu, c'est pas évident de vous l'expliquer comme ça, mais quand vous vous baladez avec votre avatar, c'est pas exactement la même chose que si vous étiez juste complètement immobile. Finalement, même si votre corps continue d'être immobile, votre esprit marche. Il y a une dimension ludique. On le voit, enfin voilà, dans les mondes virtuels, vous pouvez danser, vous pouvez faire plein de choses. En fait, quand vous mettez les gens là-dedans, spontanément, ils le font. Et il y a une expérience qui est souvent un petit peu ludique. Et puis il y a plein de petites fonctionnalités, il y en a d'autres qui vont venir. Par exemple, on peut créer des zones d'échange. Là, ce que vous voyez sur l'image, les cercles bleus autour des tables. En fait, si vous rentrez dans le cercle, vous n'entendrez que les gens qui parlent dans le cercle. Et les gens qui sont à l'extérieur du cercle, vous n'entendent pas. Et en fait, par exemple, sur les outils de visio classiques, c'est assez fastidieux, les créations de salles. Il faut avoir la main, tout le monde ne peut pas gérer comme il veut, etc. Bah là, en fait, c'est très simple, on se regroupe dans le cercle, on voit les gens qui sont dedans, donc si on veut aller leur parler, on y va. C'est le genre de fonctionnalité, finalement, qui devient beaucoup plus pertinente dans un monde virtuel que sur Facebook. Alors, dans quel cas on apprend mieux avec les technologies immersives? Je vais commencer par être très négatif, dans le but de finir sur du positif. En fait, il y a plein de cas où on n'apprend pas mieux avec les technologies immersives, et il y a même plein de cas où on apprend moins bien avec les technologies immersives. Et en fait, souvent, les exemples sur lesquels je tombe sont plutôt des exemples négatifs, des exemples très peu pertinents.
Donc là, j'en ai pris deux, mais en réalité, il y en a voilà, énormément. Donc là, à gauche, on voit très très souvent ça. Donc là, l'idée, c'est que la personne, elle a une espèce de marqueur, une sorte de QR code, et avec la tablette, elle le flash, et puis ça fait apparaître un volcan, donc c'est probablement une animation, et puis on peut tourner autour du volcan, et puis regarder sous tous les angles. Et en fait, ça, c'est un usage dans lequel la réalité augmentée est parfaitement inutile. Par rapport à une animation 3D classique sur écran, je veux dire. Dans le sens où, ici, la propriété de la réalité augmentée, qui est le fait d'intégrer des éléments virtuels dans le réel, ne présente aucun intérêt. Puisque là, le volcan, il n'est pas intégré dans un environnement dans lequel il est pertinent, donc voilà, ça ne présente pas d'intérêt. Et en fait, en faisant ça, on complique juste la tâche de l'étudiant. On en a qui vont galérer à flasher le système externe. Et puis autre chose, c'est qu'on va créer une logique où les étudiants ils vont jouer avec le dispositif au lieu d'apprendre comment fonctionne le volcan. L'image à droite, c'est un peu similaire en fait. On est dans un cas où finalement l'apprenant est en train de visualiser des engrenages. Alors le sentiment de présence quand on est face à des engrenages ne présente pas d'intérêt pédagogique. Il n'y a pas d'utilité à ce qu'il ait vraiment l'impression d'être devant les engrenages. Il n'y a pas d'interaction. Là, on voit, il tend la main, mais en fait, ses mains ne sont pas détectées, il n'y a pas de caméra sur le casque, donc il n'y a pas d'interaction avec le dispositif. Votre élève, il est dans la salle, mais en fait, il est isolé du reste de la classe parce qu'il a un casque. Le prof, il ne voit pas ce que voit l'élève, donc il ne peut pas l'aider. Il y a tout qui ne va pas dans cet exemple. Il n'y a aucune plus-value pédagogique à faire comme ça. En fait, il ne faut pas imaginer qu'il y a quelque chose de magique qui se passerait dans lequel, quand on met les gens en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, ils apprennent mieux. Ce n'est pas le cas. Donc, je vais continuer d'être un peu négatif et puis on va passer au positif après. Donc, dans les limites qui sont clairement identifiées dans les recherches récentes, donc on a le fait qu'en XR, alors réalité virtuelle, réalité augmentée, on a la possibilité d'explorer à 360 son environnement ou les différents objets. Et en fait, dans beaucoup de cas, ça sert à rien. C'est-à-dire que l'information sur laquelle on travaille, elle est souvent focalisée à un endroit donné, et le fait de donner la possibilité d'explorer plein d'autres choses, ça peut être négatif au sens où ça peut venir interférer avec la tâche principale. Donc ça, c'est le principe de cohérence que décrit Richard Meyer dans les publics qui sont en dessous. C'est cette idée que finalement, c'est un peu comme si on mettait une page de publicité au milieu des cours, en fait. C'est-à-dire qu'on met des éléments qui ne sont pas utiles à l'apprentissage, qui vont venir potentiellement interférer avec les traitements cognitifs qui sont en jeu. La deuxième chose, c'est que souvent les contenus immersifs sont plutôt moins segmentés que dans un PowerPoint. En fait, ça c'est le principe de segmentation. L'idée, c'est que on attend des apprenants qu'ils créent une représentation mentale structurée du contenu. Et en fait, quand on segmente bien notre contenu, c'est pour ça qu'en tant que prof, on fait petit 1, 1.2, etc. C'est pour faciliter cette segmentation. C'est pour créer une segmentation qui va faciliter la création de modèles mentaux structurés. Il se trouve que PowerPoint, c'est un outil qui amène les profs à faire ça plutôt bien naturellement, parce que finalement, il y a une place limitée sur chaque slide, et donc ils vont mettre une partie de contenu là, etc. Et donc, qu'ils le veuillent ou non, en général, les profs vont faire une structure assez cohérente du fait de l'outil. En réalité virtuelle, c'est un peu le contraire. Les concepteurs en réalité virtuelle ont tendance à avoir, comme les gens qui font des films au cinéma, à vouloir faire une expérience qui soit vraiment continue, un peu narrative, et ils vont pas forcément la découper de manière très structurée. Et ça peut aussi nuire à l'efficacité pédagogique.
Donc la dernière chose, c'est que la XR, ça déclenche souvent ce que Maillard appelle des émotions positives excessives. Alors c'est bizarre de dire ça, des émotions positives, c'est positif, on est content. Mais en fait, d'un point de vue apprentissage, des émotions positives fortes, c'est pas positif en termes d'apprentissage. Ça va avoir tendance à distraire les apprenants des processus cognitifs qui sont nécessaires à l'apprentissage, donc sélection, organisation, intégration des informations. Alors du coup, dans quel cas c'est pertinent d'avoir des technologies immersives? Il y a 3 grandes catégories de situations dans lesquelles c'est une bonne idée d'utiliser les technologies immersives. La première, c'est quand on a besoin de présence sociale. Par exemple, si vous voulez vous apprendre, vous voulez vous entraîner à parler en public, eh bien pour faire ça, si vous parlez devant votre miroir dans votre chambre, ça ne vous entraîne pas à parler en public. Parce qu'en fait, quand il y a le public devant vous, qui fronce ses sourcils, etc., ça va vous donner un ressenti un peu particulier, et finalement, ça, faut le vivre pour s'entraîner là-dessus, parce que sinon ça peut être un peu intimidant. Et donc ça, le seul moyen vraiment efficace de le faire, c'est soit en situation réelle, soit évidemment avec de la réalité virtuelle. Donc ça marche très bien, hein, il y a plein d'applications qui sont utilisées. De la présence sociale, on peut en avoir besoin dans d'autres cas, dans des situations pédagogiques. Par exemple, les MOOC, on sait que les MOOC sont très, comment dirais-je, très inégalitaires, on va dire. Il y a des gens qui sont capables de travailler en autonomie et donc de travailler avec des MOOC, et d'autres qui sont vraiment en difficulté là-dessus. Et justement, le fait de jouer sur la présence sociale, parce que ce qui rend les MOOC difficiles en termes de motivation, c'est qu'on est tout seul devant son ordi et face à son contenu. Donc finalement, le fait d'avoir de la présence sociale avec un enseignant qui est là, etc., même s'il est virtuel, ça peut être intéressant, ça peut être à développer. Ça, c'est des choses qui sont encore très nouvelles, mais les MOOC réalité virtuelle, c'est quelque chose auquel on croit pas mal au sein du monde. Le deuxième cas de figure, la deuxième catégorie dans laquelle on a besoin de technologies immersives, c'est quand on a besoin de présence spatiale ou de visualisation augmentée. En fait, ça renvoie à plusieurs situations. Là, il vient de s'électrocuter en virtuel. Il est en train d'apprendre des procédures techniques, des gestes techniques, dont certaines sont dangereuses. En réalité virtuelle, vous pouvez aller jusqu'à l'accident, et c'est pas grave. Et en même temps, ça peut être impactant. Vous pouvez rendre l'accident un peu impressionnant, et donc ça, c'est intéressant de le vivre plutôt que juste de le voir de l'extérieur. La présence, c'est important là-dessus. Et puis évidemment, le geste technique, puisqu'en réalité virtuelle, vous pouvez avoir un geste qui va être relativement fidèle par rapport à ce que vous ferez dans la vraie vie. Vous n'êtes pas en train de bouger une souris, vous êtes en train de vivre la situation. Donc pour apprendre un geste technique, voilà, on a fait des choses, par exemple, sur l'apprentissage de la soudure, etc. Là-dessus, l'intérêt, il est très fort, il est évident. Un autre aspect intéressant, c'est tout ce qui va concerner la visualisation augmentée. Ce que j'appelle la visualisation augmentée, c'est par exemple si vous cherchez à visualiser des phénomènes invisibles, si vous cherchez à visualiser les flux d'air dans la pièce, par exemple, vous ne pouvez pas les voir en vrai, mais finalement, en réalité augmentée, vous pourriez voir les flux d'air avec la ventilation à tel endroit, la fenêtre, etc. On a fait des choses comme ça en période Covid pour voir comment le virus se propageait dans une pièce, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes, visualiser des contenus qu'on ne peut pas voir. Ici, on voit sur de la mécanique, on peut imaginer voir une vue en coupe d'un objet tangible, voir son fonctionnement de manière dynamique alors qu'il est en vue en coupe. Ça, vous ne pourriez pas le faire dans la vraie vie. Donc en termes de visualisation, il y a un potentiel intéressant. Et puis il y a aussi autre chose, la présence spatiale, c'est le fait d'avoir l'impression d'être vraiment à un endroit
pourra donner. Nous, nos étudiants aux arts et métiers, une des choses qui fait que les industries les aiment bien, c'est qu'ils sont formés dans des ateliers avec les machines. Et du coup, c'est des ingénieurs qui connaissent autre chose que le bureau, et quand ils arrivent dans un atelier, ils sont à l'aise devant les machines. Le fait de vivre, c'est-à-dire de ne pas juste étudier les machines sur un ordinateur, sur un bout de papier, mais de jouer avec en vrai, etc., c'est ça qui fait la différence finalement. Avec les technologies immersives, on peut retrouver cet aspect-là. Donc là, c'est, par exemple, on est sur des installations qui sont très grandes, type centrale nucléaire. Il y a une différence très importante si vous avez juste étudié les procédures liées aux centrales nucléaires ou si vous êtes allé vous balader dedans. Voilà, c'est très particulier parce que c'est des installations qui sont gigantesques, etc. Je pense que c'est à peu près la même chose si on parle d'un porte-avions, si on parle... Voilà. Il y a beaucoup de cas comme ça où le fait d'avoir l'impression d'y être, c'est quelque chose d'important. Et puis autre chose, dans la centrale nucléaire, vous allez pouvoir vous balader à des endroits où ce serait dangereux de vous balader physiquement, et là vous pouvez y passer tout le temps que vous voulez, sans difficulté. La troisième catégorie de situations dans lesquelles les technologies immersives vont être utiles, c'est quand on a besoin de ludicisation. Juste très rapidement, peut-être quelque chose que vous maîtrisez, j'en sais rien. La ludification, c'est quand on va utiliser des mécaniques de jeu pour rendre quelque chose ludique. Pas forcément avec du numérique, hein. Je peux faire des classements, etc., sans que ce soit numérique, ça c'est de la ludification. La ludicisation, je n'utilise pas des mécaniques de jeu, mais j'utilise un dispositif qui, en lui-même, a tendance à être ludique. Voilà. Donc moi, je ne parle pas de ludification, parce que ça n'a rien à voir avec la technologie. Je parle de ludicisation parce que les technologies immersives ont tendance à être ludiques. Les étudiants aiment bien. Si vous voulez que les étudiants vous aiment bien, vous faites des cours en réalité virtuelle et ça marche bien. Donc dans certains cas, on a besoin de ludicisation. Parfois, on n'a pas de chance, on est le prof qui a une matière extrêmement impopulaire, les cours d'anatomie en médecine, les cours de maths dans les sciences humaines, etc. Bon ben, quand c'est comme ça, le sujet de rendre son cours attractif ne veut pas dire qu'ils vont, d'un point de vue cognitif, ça va forcément mieux fonctionner, mais on va pouvoir générer un peu plus d'engagement, ou un peu moins de désengagement, et dans certains cas, c'est un sujet. Donc ça n'améliore pas en tant que tel l'apprentissage, c'est-à-dire que quand en laboratoire on fait apprendre quelque chose à des étudiants avec une condition ludique, une condition qui ne l'est pas, le fait de rendre la condition ludique n'améliore pas l'apprentissage. Et ça a même parfois des effets négatifs, ça dépend de quelques détails. Par contre, ça a quand même du sens que les étudiants ne soient pas complètement déprimés parce qu'ils détestent votre cours, ou ça peut aussi avoir du sens dans une vision à long terme, c'est-à-dire sur la persévérance. Si votre cours est un peu plus intéressant, toutes choses égales par ailleurs, ils vont peut-être un peu plus réviser, ils vont peut-être un peu moins décrocher, et donc finalement, on peut s'attendre à ce que le bilan soit positif. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Je vous ai mis... Je vous ai mis mes informations de contact, donc n'hésitez pas si vous voulez prendre contact avec moi pour une raison ou pour une autre. Vous avez mon adresse mail, mon LinkedIn. Et puis, je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Oui, merci beaucoup. On a des questions en ligne. Je vous propose de les... Merci beaucoup pour votre présentation, de vous les poser et après de passer la parole à la salle s'il y a des questions. Donc, Première question. De Florent Salah de la région. Est-ce que vous avez des données sur l'impact de la friction prise en main de la VR sur l'apprentissage? Alors en fait, ça va vraiment dépendre des applications. Concrètement, aujourd'hui, la plupart des outils de VR, si on regarde plutôt du point de vue hardware matériel,
Les casques de réalité virtuelle sont, eux, de plus en plus faciles à prendre en main. En gros, enfin, pour être clair, par exemple, tout ce qui est Oculus Quest maintenant, c'est des casques qui sont maintenant le grand public le sort de l'emballage, appuie sur un bouton, voilà, on le met sur la tête et puis on est guidé tout le long avec un tutoriel, on arrive à s'en servir. C'est pas le cas de tous les casques, mais il y a des modèles comme ça maintenant et vraisemblablement ils vont tous le devenir dans les années à venir. En tout cas, on y travaille. Ensuite, donc ça c'est l'aspect matériel. Ensuite, il y a l'aspect logiciel. Là, ça va être dépendant des bonnes pratiques de programmation des gens qui vont avoir développé les outils. Habituellement, moi, ce que j'en vois dans les différentes universités, pour les premières initiatives qui sont prises, j'aurais tendance à penser que ça va pas être un problème majeur. Cet aspect-là, que finalement, la plupart du temps, les enseignants qui accompagnent le développement technique des applications ont un souci hyper présent de ça, de ce qu'on appelle l'utilisabilité, en fait, le côté facile à prendre en main. Et du coup, la plupart du temps, on est vraiment sur des choses hyper simples. Je suis pas très inquiet là-dessus. Ok, merci. Et il y a une deuxième question, toujours de Florence Sama, un peu plus longue. Sur les gestes techniques, il y a, je trouve, un différentiel entre VR et réalité à mesurer, à cause notamment du mode de validation très booléen des scénarios VR. Si je dois activer tel objet, je peux le faire n'importe comment, ça marche pourvu que ce soit au bon moment dans la séquence. Avez-vous des données sur la différence de qualité du geste entre formation VR et présentiel, sachant qu'on compare beaucoup, comme vous l'avez dit, VR et théorie, et là il demande de voir s'il y a une comparaison entre VR et pratique. Pratique réelle. Donc c'est une excellente... je souscris totalement à ce qui a été dit dans la question. C'est tout à fait vrai. En fait, il y a des situations d'apprentissage de gestes dans lesquelles on n'a pas besoin de finesse, parce qu'en fait, on apprend une suite de gestes. Par exemple, j'ai travaillé il y a quelque temps sur une application où il s'agissait d'apprendre les gestes à réaliser en cas de panne électrique sur un campus au niveau des armoires électriques. Là, j'ai pas besoin d'avoir la finesse du geste. J'ai besoin de mémoriser que je tire sur telle manette, j'appuie sur tel bouton, etc. Donc là, finalement, le fait qu'il n'y ait pas une fidélité parfaite au niveau du geste n'est pas un élément problématique. Si jamais je veux former des chirurgiens à une opération du cœur, là, j'ai besoin que le geste il soit fin, quoi. Et du coup, je ne vais pas m'amuser à leur mettre une grosse manette dans la main où ils appuient sur un bouton pour couper quelque chose, etc. Parce que là, potentiellement, je vais même créer des apprentissages qui seront néfastes. Donc, par rapport à ça, il y a des dispositifs qui sont un peu plus complexes, mais qui permettent de faire des choses. Donc, ce que j'évoquais avec le stylo à retour d'effort, là, on peut, par exemple, avec ça, faire des choses qui peuvent être assez fines et reproduire des gestes qui peuvent être assez précis. Il y a aussi beaucoup de prototypes. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de l'application de soudure. Eh bien, sur la soudure, en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a pris un vrai poste à souder. Du coup, on a le vrai objet dessus et on rajoute des capteurs dessus pour que le monde virtuel suive. Mais finalement, le geste va être vraiment le même parce qu'on a repris le même dispositif. Simplement, on ne va pas gaspiller de matière ou abîmer des matériaux, etc. parce que le processus, lui, se fait en virtuel. Et donc, effectivement, quand je dis que l'apprentissage de gestes techniques se prête bien à la réalité virtuelle, il y a beaucoup de nuances à apporter. Disons que dans les conditions minimales, il faut que ce soit des gestes techniques un peu grossiers. Une question dans la salle et après on prendra encore s'il y a des personnes qui ont des questions. Oui, bonjour. Moi j'avais une question. Est-ce qu'on a des retours sur l'impact sur la santé au niveau des yeux?
Parce que si ça vient en fait dans notre quotidien, ça va forcément amener peut-être des problèmes de santé, sachant que ça s'est déjà vu sur d'autres équipements qui sont devenus le quotidien de certains professionnels, notamment de l'image. Donc dans l'apprentissage, ça peut être un problème, surtout si ça vient dans les salles de classe, etc., quoi. Alors, par rapport à ça, il y a deux sujets. Il y a ce qu'on appelle le cyber sickness. En français, on parle de cinétose. Donc, c'est le fait d'avoir... ça retourne un peu l'estomac, on va dire. Et puis, il y a la fatigue oculaire. Concernant le cyber sickness, c'est un problème qui est en train de disparaître. Je parle de... Comment dire, pour la majorité des gens, il y a des gens qui sont très sensibles à ça, comme il y a des gens qui sont malades en voiture, par exemple. Donc je ne sais pas si ça se réglera un jour. Par contre, pour la majorité des gens, le problème est en train de se résoudre pour deux raisons, parce qu'il y a une amélioration du matériel et il y a des bonnes pratiques de programmation. Je vais vous donner un exemple tout simple sur l'amélioration du matériel. Ce qui rend malade, c'est toutes les inadéquations entre ce que vous percevez avec vos yeux et ce que vous percevez avec votre corps. Et en fait, sur des anciens casques, donc en l'occurrence par exemple les Oculus Go, j'en ai retesté un il n'y a pas longtemps, ça m'a surpris. En fait, il y a une prise en compte des mouvements de rotation, comme ça. Par contre, les mouvements comme ça ne sont pas pris en compte. Ce qui fait qu'en fait, quand vous êtes sur place en train de tourner sur vous-même, il n'y a aucun problème. Puis si vous faites un pas de côté, ça va vous retourner l'estomac directement. Voilà. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, tous les casques existants, ils prennent en compte les déplacements, etc. Donc, il y a cette amélioration-là. Il y a des problématiques réseau. Si jamais je tourne la tête, et parce qu'il y a une coupure Internet à ce moment-là, l'image ne suit pas, c'est pareil, ça va me retourner l'estomac directement. Sur les bonnes pratiques de programmation, on sait qu'il y a des choses qu'il faut éviter, de tout ce qui va consister par exemple à faire des déplacements au joystick ou des choses comme ça, c'est-à-dire plutôt que de marcher ou de se téléporter, vous poussez un joystick, ça vous déplace. Il y a plein de gens qui ne le supportent pas. Donc ça aujourd'hui, les développeurs le savent. Donc, sauf les mauvais développeurs, normalement il n'y a plus trop de sujets là-dessus. Sur la question de la fatigue oculaire, l'auteur qui fait référence sur le sujet, c'est Laure Leroy, c'est une chercheuse parisienne qui a étudié ce sujet-là. Ma réponse sera à peu près la même, c'est-à-dire que les technologies se sont beaucoup améliorées à ce niveau-là. Il y a un meilleur taux de rafraîchissement de l'image qui fait que quand le taux de rafraîchissement est bas, c'est comme sur les écrans. En fait, on fait des micro-saccades oculaires en permanence à chaque rafraîchissement. Et ça fatigue les yeux. Quand le taux de rafraîchissement devient très élevé, l'œil ne le perçoit plus, et du coup, il n'y a plus ces micro-saccades. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que là aussi, bonne pratique de programmation. Si vous passez 8 heures par jour sur un ordinateur, je vous conseille de baisser la luminosité. Donc, de pas, par exemple, si vous êtes sur Word, mettez plutôt un fond noir et vous écrivez en blanc plutôt que le contraire. Ça sera meilleur pour vos yeux en termes de fatigue. L'envers, c'est la même chose. Quand je rentre dans un environnement virtuel, quand je programme un environnement virtuel, eh bien, si l'environnement dans lequel j'arrive, c'est des murs blancs brillants et que je dois passer des heures là-dedans, ça va être vraiment négatif. Et puis la dernière chose, c'est que la plupart du temps, on n'utilise pas la réalité virtuelle pendant des heures d'affilée, ne serait-ce que parce que c'est fatigant, en fait, on est debout en mouvement et du coup on a du mal à le faire longtemps. Donc ça limite aussi cet aspect-là. Après, avec la massification, si tout le monde a des casques chez soi, il va y avoir inévitablement des gens qui vont passer 10 heures par jour dedans, y compris des gens qui peuvent avoir des vulnérabilités particulières. Donc je ne mettrai pas ma main à couper qu'il n'y aura pas de problème. Bonjour. Moi, je voulais donc juste demander si on place un apprenant dans une situation de réalité virtuelle ou réalité augmentée, est-ce qu'on a des dispositifs qui permettent à l'enseignant ou à d'autres étudiants de voir ce qu'il voit, en fait, et ce qu'il fait? Oui.
il y a plein de choses qui sont possibles. En fait, soit ça a été prévu par les développeurs volontairement, et donc par exemple on utilise une appli qu'on a développée dans laquelle l'enseignant visualise tout ce qui se passe en temps réel dans la réalité virtuelle sur une tablette, et il peut paramétrer des choses. Il peut lancer tel exercice, augmenter la difficulté, etc. Ça, c'est un cas, de mon point de vue, qui est relativement idéal, parce que si on n'a pas ça, effectivement, on perd le contact. C'est extrêmement difficile de guider quelqu'un quand on ne voit pas ce qu'il voit. Voilà. Ensuite, pour le côté collectif, donc par exemple, si vous voulez avoir un élève qui est en train d'agir et puis les autres qui peuvent participer en lui donnant des idées ou des choses comme ça, on peut faire du streaming directement, affiché sur un grand écran, on fait ça souvent, ça, tous les matériels le permettent d'afficher en temps réel sur un écran. Alors, il faut quand même tester un peu le dispositif avant, parce qu'il y a des personnes sensibles qui sont malades devant un écran. En fait, ce que vous allez voir, c'est ce que voit l'apprenant. Donc, quand l'apprenant tourne la tête à l'écran, vous allez voir les mouvements comme ça. Rien que ça, c'est suffisant pour retourner l'estomac de certaines personnes. Si vous avez une classe de 30, la probabilité que vous en ayez un ou deux qu'il vaut mieux éviter de laisser trop près de l'écran est importante. Voilà, faut tâtonner un petit peu, quoi. Bonjour. Je voudrais vous poser la question sur la pertinence justement de l'utilisation de vos dispositifs en fonction de la nature des apprentissages. Je comprends bien que certains apprentissages procéduraux peuvent être intéressants, mais je me pose la question par rapport notamment aux apprentissages moteurs et l'usage du corps et les apprentissages qu'on peut utiliser par et pour et avec le corps. Vous pensez, vous pouvez me donner un exemple plus précis? Vous avez parlé donc, de gestes tout à l'heure en termes de chirurgie, mais voilà, tout ce qui fait entrer en compte la dimension motrice du geste, dans quelle mesure l'apprentissage n'est pas découplé de l'environnement réel, alors que la mise en jeu du corps prend en compte aussi les éléments de la réalité, et que la réalité virtuelle peut donner un biais. Ouais. Alors, c'est une question trop vaste pour que je fasse une réponse qui va vraiment vous satisfaire. Je peux vous donner un élément. On est en train de lancer un projet de recherche sur le sport en réalité virtuelle. Alors, je ne parle pas de e-sport. Ça existe, hein, il y a du sport en réalité augmentée, on en fait beaucoup à Laval, mais c'est autre chose. Je parle de entraîner des capacités sportives pour un vrai sport tangible, mais cet entraînement se passe en réalité virtuelle. Du coup, la question finalement qui est dans ce que vous dites, c'est est-ce que quand on s'entraîne en réalité virtuelle, est-ce qu'on bénéficie de cet entraînement quand on arrive voilà. C'est l'objet du projet de recherche qu'on est en train de lancer. Notre cas d'usage, ça va être le rugby. Et ce qui nous intéresse, c'est est-ce que on est au tout début, donc je ne sais pas exactement comment on va faire ça, mais je vais vous donner un exemple juste pour illustrer. Par exemple, si vous êtes en réalité virtuelle dans un environnement très simple et qu'il y a des ballons qui arrivent vers vous et que vous devez les attraper, est-ce que ça vous entraîne à attraper des ballons dans le réel, quoi. Voilà. Parce qu'il y a des différences importantes, mais il y a aussi des points communs. Il y a un côté visio-spatial qui est similaire. Donc, est-ce qu'on ne travaille pas quelque chose de perceptivo-cognitif qui serait intéressant pour ça? On saura dans 6 mois, 1 an à peu près, si ça marche. Voilà. Est-ce qu'il y a... Il y a un cas T clos. Il n'y avait pas quelqu'un avant?
Bonjour, merci beaucoup. Pour rebondir sur la précédente question, est-ce qu'à l'inverse, la réalité virtuelle, c'est intéressant pour des contenus très théoriques? Parce que justement, donc, vous avez mentionné les maths, ou donc justement certaines matières impopulaires, où ça permet de remobiliser les étudiants. Et donc vous dites, vous pouvez faire cours en réalité virtuelle, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, faire cours en réalité virtuelle? Moi, j'enseigne l'allemand. En quoi ça peut apporter quelque chose de faire cours en réalité virtuelle? Est-ce que ça veut dire que les étudiants voient dans leur casque en réalité virtuelle, moi qui fais cours d'allemand, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça apporte? Et est-ce que ça crée pas un travail énorme aussi pour les enseignants de création de dispositifs virtuels qui demanderaient un savoir technique aussi très important? Alors, sur la question du travail pour les enseignants, aujourd'hui, la situation, c'est plutôt que les enseignants travaillent avec des développeurs. Il n'y a pas encore... il y a des choses qui commencent à émerger par exemple, en réalité augmentée, on peut maintenant, sans compétences techniques, commencer à faire des choses, mais c'est des choses vraiment enfin, c'est extrêmement limité. Ça répondrait pas aux besoins de la très large majorité des gens. Donc aujourd'hui, c'est des projets avec des dépenses, avec du temps passé, etc. Donc il faut que ça vaille le coup. On peut imaginer que les choses vont évoluer et que petit à petit, ça va être de plus en plus facile pour des non-techniciens de créer des choses plus élaborées. Pour autant, ce sera toujours, à mon avis, ce sera toujours plus de temps à passer que de faire une approche plus traditionnelle, donc il faut que ça vaille la peine. Ensuite, un cours d'allemand en réalité virtuelle. Alors, si on considère que vous êtes forcément à distance parce qu'il y a une pandémie, là, pourquoi pas? Ça peut être une meilleure alternative que de la vidéo. Et encore, ça dépend de comment c'est fait. Après, c'est aussi, comment dire, c'est le travail de scénarisation par l'enseignant aussi qui peut faire la différence là-dessus. En dehors de cette situation-là, à part imaginer une sorte de serious game avec de la mise en situation qui va amener les gens à utiliser de l'allemand, bon, avec la réalité virtuelle, vous pouvez leur faire, si vous voulez faire quelque chose qui met en scène Einstein, eh bien, vous allez avoir l'avatar d'Einstein hyper crédible qui va pouvoir être là, vous allez pouvoir faire des situations qui seront intéressantes par rapport à ça, que vous auriez du mal à faire dans la vraie vie. C'est à la volée comme ça ce que je peux imaginer comme... mais on peut en trouver, quoi. Voilà, des exemples. Oui, moi j'avais une question en fait par rapport aux thématiques en fait qui sous-tendaient nos projets d'innovation pédagogique, et il y avait la question de l'équité d'accès, de l'inclusion. Moi ma question en fait c'est par rapport aux projections, quand vous dites que c'est des choses qui peuvent être mises en place pour le grand public en 2030, je me dis que ça s'applique à l'enseignement et qu'on pourra avoir accès dans la pédagogie à ces moyens-là. Et est-ce que dans vos recherches, vous regardez la question du modèle économique, à savoir comment on le rend réaliste pour le plus grand nombre, parce que tout ça me semble coûter assez cher, voilà, donc c'est pour pouvoir avoir une étendue d'accès à tout le monde. Alors, pour être très concret, un Oculus Quest aujourd'hui, qui est le casque grand public le plus récent et on va dire le plus adéquat pour des situations de cours, ça coûte 350 € TTC. Donc on est sur des prix qui, je ne sais pas pour l'avenir, mais si on regarde dans le passé, ça a beaucoup baissé ces dernières années.
Ensuite, les autres types de matériel, HTC Vive et compagnie, on monte à 600, 800, etc. Le casque le plus cher est à 20 000 €, c'est Verjo. Les casques de réalité augmentée aujourd'hui, comme le HoloLens, il coûte 4 000 €. Réalité augmentée, le moins cher, c'est un français qui s'appelle Lynx, qui a 1 000 € à peu près. Voilà, ça vous donne un ordre de grandeur. Après, quand on parle d'équiper une classe, quand on dit on va acheter 30 casques, ça fait tout de suite des montants qui sont un petit peu élevés. Concernant l'obsolescence, parce qu'en fait, c'est un aspect très important du modèle économique, c'est combien de temps, finalement, mes casques vont rester valides. C'est très difficile de répondre à cette question parce qu'il y a des exemples. C'est une question que vous ne m'avez pas posée, mais c'est difficile d'y répondre quand même. Parce qu'il y a des exemples de modèles de casques qui sont restés très longtemps. Par exemple, le HTC Vive, 2013, je crois, je sais plus, enfin, ça fait à peu près 10 ans. Il y a eu d'autres modèles depuis, mais on peut encore utiliser la première version, ça marche très bien, il n'y a aucun problème. La plupart des ordinateurs n'ont pas cette durée de vie. Donc, voilà. Après, les Oculus Quest, je ne sais pas si ce sera le cas, peut-être que dans 2 ou 3 ans, ce sera complètement obsolète, il n'y aura plus rien de... Voilà. Donc ça, c'est, à mon avis, il y a le prix et puis l'obsolescence. Et bon, c'est pas évident d'avancer là-dessus. Après, des fois, c'est toujours un pari, quoi. On peut pas savoir si un nouveau matériel va arriver derrière et remplacer le précédent, donc il y a toujours une forme de pari. Par contre, il y a quand même la possibilité, quand on déploie le projet, de penser aux questions de compatibilité, de penser aux questions de durée. Par exemple, mon casque, même s'il devient obsolète, ça m'empêche pas de continuer de faire mes cours avec. Donc voilà, il peut y avoir aussi des manières de penser les projets de manière à ce que ça dure dans le temps quand même s'il y a une évolution. On prend une dernière question distancielle. Alors, une question. Peut-on mesurer aujourd'hui l'impact pédagogique sur l'espace-temps d'une action de formation? Une action de formation de l'introduction de la XR. Concrètement, une seule personne sous le casque pour un groupe d'apprenants démultiplie et étire l'animation pédagogique pour le formateur et modifie l'organisation de la formation en termes de lieu et de temps. Oui, donc ça c'est un sujet compliqué. Nous, on s'y heurte souvent. Je fais des formations à des élèves ingénieurs, je fais des formations en design en réalité virtuelle à des élèves ingénieurs. Et donc, c'est une question que je me pose tous les 6 mois à chaque fois que revient cette formation. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on met un casque par personne et puis on les répartit pour qu'ils ne se mettent pas des coups de manette les uns aux autres, et puis on fait en sorte qu'ils aient tous qu'il y ait un réseau internet hyper puissant qui permette de gérer ça, et puis un technicien à disposition pour dépanner, parce que si vous avez 30 casques qui tournent en même temps, on est quand même sur du matériel récent, donc il y a encore souvent des problèmes dessus. Voilà, ça c'est une possibilité. Ou bien est-ce qu'on imagine, et du coup c'est plutôt ce que je fais habituellement, des situations dans lesquelles on met les étudiants en petits groupes avec du matériel qu'ils vont gérer en autonomie, mais pas forcément un casque par personne, et puis ils vont pouvoir streamer sur un écran, comme on disait tout à l'heure, 4-5 étudiants avec un casque, une tablette, un écran, et puis ils se débrouillent avec ça. Et finalement, ça a pas mal d'avantages. Ça permet d'acheter moins de casques, ça permet d'avoir moins de matériel à dépanner, ça permet d'avoir moins la question spatiale. En fait, pour chaque personne en réalité virtuelle, il faut un peu de place, pour que la personne se déplace et tout. Vous ne pourrez pas serrer les gens comme vous le feriez ciné. Donc il y a des compromis à trouver par rapport à ça. Aujourd'hui, à mon avis, c'est ça le meilleur type de compromis, de plutôt imaginer du travail en groupe par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci Sylvain Folly pour cette
conférence passionnante. Je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses et merci pour votre disponibilité.